Philippe Klein, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'était une promesse. On devait vous inviter aujourd'hui au lendemain du débat que l'on a organisé hier soir avec 4 candidats aux élections municipales à Aix-en-Provence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va revenir sur les thèmes qui ont été abordés lors de ces débats ensemble. Mais d'abord, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous souhaitez vous présenter ? Oui, bien entendu. Je vous remercie d'abord de m'accueillir ce soir. Et puis, vous dire que oui, je suis un Provençal depuis plusieurs générations, parce que mon nom ne révèle pas obligatoirement que je suis un étudiant à la fac de droit et que je tombe amoureux de cette ville, bien entendu. Je prête serment, je deviens avocat, je défends des milliers d'Aixois. Je suis confronté à de grosses affaires économiques. Je suis élu bâtonnier, je suis également élu national de la profession. Je vais également être élu en tant que conseiller municipal d'opposition, mais conseiller métropolitain également, dans la majorité et dans un groupe écologiste. C'est-à-dire que j'ai mis toute mon énergie ces dernières années à la défense des autres. Vous êtes, on le reprécise, candidat Horizon dans cette campagne des élections municipales à Aix. Qu'est-ce qui vous différencie de Sophie Joissaint, qui est la candidate d'hiver droite ? Ah bah écoutez, moi, il y a beaucoup de choses qui me différencient, pour la bonne et simple raison que, en ce qui me concerne, je ne suis pas de gauche. Je ne suis pas favorable à l'augmentation des impôts ou à l'augmentation des fonctionnaires. Sophie Joissaint, elle est de gauche pour vous ? Je ne m'appelle pas Sophie Joissaint et je n'ai donc pas un lourd héritage à porter avec moi. Je ne suis pas non plus d'extrême droite et surtout pas populiste. Je suis un homme politique relativement récent, mais en même temps aguerri, et je suis à la disposition des Aixois. J'ai entendu que tous les Aixois souffrent de ne pas être écoutés. Et je pense que c'est ce que je peux leur apporter. Vous avez regardé le débat hier soir ? Alors j'ai regardé le débat en différé, mais j'ai effectivement pu prendre connaissance des déclarations des uns et des autres. Alors on va aborder à peu près les mêmes thèmes, si vous le voulez bien, ensemble. D'abord, la sécurité. Aix-en-Provence, qui est confrontée à pas mal d'incivilités, de petits délits. C'est la majorité des cas qui sont recensés, mais également de plus en plus au narco-banditisme qui se délocalise de la cité phocéenne vers Aix. Comment vous souhaitez mettre des mesures en œuvre pour lutter contre l'insécurité à Aix ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, ce que je tiens à dire sur mon ressenti de ce débat, c'est que je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réactions et qu'il y avait peu d'ambition. Il y avait peu de vision de ce que serait Aix-en-Provence dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça c'est une différenciation de mon programme, de ma proposition pour la gouvernance ou pour les mesures que je peux prendre. La deuxième chose, c'est que lorsque je fais des promesses, je les tiens. C'est-à-dire que je ne vais proposer que ce qui est réalisable par le maire. Et en matière de sécurité, pour répondre plus directement à votre question, je crois qu'effectivement la sécurité, qui est un problème principalement d'État, a pour corollaire l'insécurité dont vous parliez tout à l'heure. Et l'insécurité, elle est à la main du maire. Et je souhaite, par conséquent, avoir des interventions sur cette insécurité, notamment parce que le maire a la possibilité de faire des rappels à l'ordre, a la possibilité de lutter contre le narcotrafic en s'intéressant aux consommateurs, alors que les narcotrafiquants, eux, sont l'objet d'une surveillance précise par des unités très spécialisées, que l'insécurité, c'est un sentiment, c'est quelque chose de subjectif. Vous pouvez vous sentir en sécurité parce que votre ville est mal nettoyée, ou parce qu'elle est mal éclairée, ou parce que, comme on l'a dit hier soir, des caméras de vidéoprotection ne fonctionnent pas, et nous savons qu'il y en a beaucoup plus que 4%, contrairement à ce qui a été dit. Et par Sophie Joissaint hier. Est-ce que, par exemple, vous augmenterez le nombre de caméras de vidéosurveillance si vous êtes élu, et est-ce que vous augmenterez aussi le nombre d'agents de police municipale ? Alors, j'ai pris l'engagement d'augmenter le nombre d'agents de police municipale pour passer d'un agent pour 800 habitants. Nous sommes à un objectif de 1 pour 1000 aujourd'hui. D'accord. Il y a 128 agents à ce jour, et par conséquent, il y a une progression importante. En ce qui concerne les caméras, je souhaite utiliser l'intelligence artificielle de manière beaucoup plus accrue, et de manière à ce qu'il y ait la possibilité pour les services judiciaires qui auraient besoin, par réquisition... Est-ce que vous êtes avocat, il y a un cadre légal pour utiliser l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je vous précise bien que ce qu'il faut, c'est que l'on ait l'enregistrement de toutes les données possibles et utilisables par la justice. Mais que, bien évidemment, la confidentialité sera conservée pour que personne qui n'est pas habilité ne puisse avoir accès à ces données-là. Sur le narcotrafic, on observe un déplacement du narcotrafic dans la cité aixoise avec... Voilà, Ancagnane, Besson, Corcy, qui sont des endroits où le trafic est présent. Comment on lutte en tant que maire et comment on coopère avec l'État ?
Alors, on coopère avec l'État, ça c'est déjà le cas, heureusement, mais surtout, on lutte pour s'attaquer à la moitié du narcotrafic qui, comme je viens de vous le dire, concerne les consommateurs. Et parmi ces consommateurs, il y a des tas de gens qui ont peut-être besoin d'aide, qu'on leur tende la main, qu'on les aide à sortir de ces addictions, parce que sans consommateurs, pardon de vous dire, il n'y a pas de narcotrafic. Et que ça, c'est à la main du maire, et ça doit être fait par le maire, et c'est parfaitement possible. On peut, avec la police municipale, fixer des points de manière à identifier ou à gêner les consommateurs. Et c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et réalisable. Et en parlant des consommateurs, justement, hier, Julie Borona, pour la France Insoumise, souhaitait l'installation d'une halte soins addiction. Est-ce que ce serait quelque chose que vous mettriez en place, vous aussi, en tant que maire ? Écoutez, je suis plus ambitieux que ça, parce que moi j'ai proposé qu'on fasse un hôtel de sécurité dans lequel on regrouperait également des services médicaux et des services infirmiers pour pouvoir traiter non seulement les addictions, mais également tous les problèmes de santé mentale que l'on peut rencontrer et qui sont une autre source d'insécurité. Donc voilà un programme beaucoup plus ambitieux que cela. On va passer à la question du logement. Autre question centrale dans cette campagne à Aix, puisque Aix est la 3e ville la plus chère du département, avec 4 850 € en moyenne le prix au mètre carré. Difficile dans ces conditions pour les jeunes actifs, pour les étudiants et pour les classes moyennes de se loger. Comment on permet aux Aixois, parfois les moins aisés, de retrouver un accès au logement ? Quelle serait votre vision ? Il faut construire davantage ? Encadrer les loyers ? Alors, si vous me permettez, je vous répondrai tout d'abord que pour discuter du problème du logement, il faut discuter du fait de savoir si nous allons vivre dans une ville habitable. Pour la bonne et simple raison que, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue du réchauffement climatique, Aix-en-Provence est placée comme étant la 2e ville la plus chaude du sud de la France dans les prochaines années. Et par conséquent, j'ai un programme extrêmement ambitieux de faire d'Aix-en-Provence la ville la plus avancée dans la lutte contre l'adaptation au réchauffement climatique. Et ça, c'est indispensable, car si vous ne pouvez plus habiter parce qu'il fait 40 degrés, on a résolu tous les problèmes de mobilité, on a résolu tous les problèmes de sécurité, on a résolu tous les problèmes de logement, puisqu'il n'y aura plus personne qui habitera à Aix-en-Provence. Et actuellement, et pendant les dernières décennies, rien n'a été fait en ce sens, sauf l'accroissement des points chauds, comme les places extrêmement minérales que nous connaissons à Aix-en-Provence, et comme l'inadaptation des logements, effectivement, parce que ça n'a pas été prévu. Et on sait que c'est dur de rénover énergétiquement à Aix-en-Provence, on en a parlé hier pendant le débat, il faudrait faciliter le moyen de rénover énergétiquement tous les bâtiments, qui sont des bâtiments anciens. Et donc il y a une discussion à avoir, par exemple, dans le centre-ville historique avec la DRAC, avec les architectes des bâtiments de France, pour qu'il y ait une souplesse qui soit permise et pour permettre précisément cette adaptation au réchauffement climatique. Et en ce qui concerne le logement, eh bien, je pense qu'il y a 2 axes. Il y a les logements nouveaux et il y a les logements anciens. En ce qui concerne les logements anciens, je souhaite m'attaquer au problème des locations saisonnières pour obliger à déclaration ces locations saisonnières et de les autoriser à la condition que pendant 4 mois, on loue en saisonnier les résidences secondaires et que pendant 8 mois, on loue aux étudiants. Pour la bonne et simple raison qu'on va pouvoir faire une occupation d'un même appartement, d'un même logement, ce qui va libérer des logements pour les jeunes qui rentrent précisément dans la vie active et que je pense ça peut libérer. Il y a un problème également de logements sous-utilisés à Aix-en-Provence. Il y a beaucoup de résidences qui sont très importantes en mètres carrés et dont les couples, par exemple, qui les habitent, eh bien, ont les enfants qui sont partis. Et je pense qu'on peut les aider. Et il y a les logements vacants. Et je créerai une cellule pour aider tous les gens qui ont des logements vacants, qui ont des difficultés, soit pour louer parce qu'ils ont peur de ne pas être payés, soit pour tout simplement gérer, soit pour faire des travaux de rénovation qui pourront être adaptés au réchauffement climatique. Alors le temps avance. On va avoir du mal à traiter tous les thèmes, Philippe Klein, malheureusement. Et c'est bien, vous avez pu vous exprimer avec clarté sur les 2 premiers thèmes. On va en traiter un dernier parce qu'il est important. C'est le transport, la mobilité à Aix-en-Provence. Certains ont choisi le bus, comme la maire sortante, Sophie Joissaint. D'autres veulent la voie ferrée. Quelle est votre vision pour Aix sur ce domaine ? Comment on rend Aix moins congestionné ? Car on le sait, il y a un gros problème de circulation à Aix. Il y a beaucoup de voitures et peu de stationnement. Tout d'abord, on est confronté à la nécessité de gérer les erreurs du passé. Ça veut dire que dans le passé, rien n'a été fait et que donc il faut que ça change. Je suis favorable effectivement à un réseau ferré car c'est quelque chose qui est inéluctable et qui en plus peut se construire sur des réseaux existants. Et on a le développement de la voie entre Marseille et Briançon qui peut nous le permettre avec les haltes ferrées que je souhaite à Luynes bien évidemment et à la Calade. Mais il y a également ce qui est l'exemple de l'utilisation du bus
sur l'A51, avec des voies réservées aux bus, ça marche bien. sur les bandes d'arrêt d'urgence, et c'est ce que je souhaite créer sur la D9 pour permettre effectivement d'avoir la même fluidité avec ce transport en bus. En réalité, tous les modes de transport, y compris les mobilités douces, dès qu'ils serviront les Aixois, eh bien, je les soutiendrai, je les développerai, je les adapterai. Et j'ai même parlé d'un télécabine entre la gare routière et la zone de la Pioline, et ça fait sourire beaucoup de gens. Et pourtant, c'est un mode doux, c'est un mode électrique, c'est un mode facile, c'est un mode dans lequel vous pouvez accrocher votre vélo pour aller quelque part, c'est un mode qui vous permet de lire un bouquin pendant que vous traversez des obstacles comme les autoroutes, les routes qui sont submergées. Et donc, je pense qu'il faut y songer. Beaucoup de villes avant nous y ont pensé. On l'aura adopté. En tout cas, il faut avoir une ambition, il faut avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants dans 10 ans ou dans 20 ans? C'est ça que je propose dans mon programme.